Bon, top départ. Donc, merci beaucoup aux 10 participants de se connecter. Et puis, merci ensuite pour plus tard aux gens qui vont regarder la vidéo de cette conférence. C'est une conférence dans la suite de celle que j'ai déjà fait sur les enquêtes de terrain. Et aujourd'hui, vraiment avec un groupe important, sans doute le plus important de France. On va y revenir. Alors, OVNI Paris, qui organise ça a été fondé par Guy Lothaire. Je vais en dire deux mots très rapidement. Mais j'ai pas... Guy Lothaire a fondé OVNI Paris en 2010. Il l'a fait tourner pendant une dizaine d'années. Il nous a quittés en 2020. Il est mort en 2020, mais en 2017, il m'a demandé de reprendre OVNI Paris puisqu'il ne pouvait plus assurer ce travail. L'objectif de notre association, c'est le partage d'informations. Moi, je suis passionné j'ai toujours été passionné sur les mystères, mais je suis de formation scientifique, donc j'essaie de trouver un équilibre entre l'ouverture d'esprit et puis n'importe quoi. N'importe quoi, par exemple, c'est des histoires de galactiques en ce moment qui, moi, vraiment, les salades de certains Américains ou d'autres, moi, ça ne me passe pas. Par contre, il est vrai que des fois, on raconte des témoignages extraordinaires et on est obligé de les écouter parce que sinon, on n'est pas honnête, quoi. Il faut tout écouter, même si on n'est pas convaincu. Alors, OVNI Paris organise, justement pour partager l'information, organise des conférences. Ces conférences, elles sont en général presque toujours filmées, comme aujourd'hui, et mises à disposition sur le site, sur la chaîne YouTube Patrice Galacteros. Alors, aujourd'hui, donc, comme je disais, je continue mon tour de France des enquêtes de terrain. Et le tour de France, ça déborde souvent de nos frontières. Bon, c'est un petit coup d'œil avec le nom de votre association, MUFON France et Belgique. C'est, je pense, la plus grande organisation de France et surtout, c'est une organisation qui a été fondée depuis les années. Donc, c'est une énorme organisation. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour ça que je suis content et heureux de recevoir Eric et puis Jean-François le directeur. Eric qui nous dira qui a une position un peu assez intéressante aussi, qui va nous dire ce qu'il fait. Voilà. OVNI Paris a déjà reçu 2 fois le MUFON, figurez-vous. En fait, il y avait une table ronde qui a été organisée par Pascal Fechner à OVNI Paris. Il y avait Bob Belanca, il y avait Pascal, il y avait Camille Foucard, il y avait Jocelyn Keller et Egon Kragel. Malheureusement, ces gens-là, les 2 de ces personnes n'ont pas voulu que ça soit diffusé. Donc, il y a eu une soixantaine de personnes qui ont assisté à la table ronde, mais pour les autres, ça s'est perdu. J'ai l'intention de remettre ça, de retrouver le film et puis de le rediffuser. Voilà. Ensuite, le 3 mars 2020, Pascal était revenu pour nous parler de l'avancement de ses travaux. Alors ensuite, voilà, je vais laisser vous parler, je vais arrêter sur l'historique du MUFON, vous êtes bien mieux placé que moi pour en parler. Je vais vous laisser la parole, simplement je vais demander à Jean-François et Eric de se présenter rapidement. Et ensuite, en avant, je vous laisse, voilà, je vous laisse la parole. Et une fois, merci d'être venu et de faire vivre un peu l'ufologie. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrice. Merci pour ton invitation. Voilà, on est très heureux d'être là ce soir. Je vais commencer sur un bras d'humour. C'est un comble pour un galactéros de ne pas aimer les galactiques. Tu as raison. Voilà, pour détendre un peu, on va commencer là-dessus. Alors, tu as oublié, en fait, Gianni Charluot qui était passé chez toi, je crois, il y a 1 an et demi à peu près. En plus, tu as raison. Tu as raison. Pour la même raison, un petit peu, puisque le MUFON repartait en avant. C'est ça. Elle qui reprenait ça, et effectivement, elle est venue. Oh, je suis désolé. C'est pas grave. Eric, je vais te laisser te présenter en premier, si tu veux bien. Donc, je m'appelle Eric Barouillet, j'ai 57 ans. Je vis dans le sud-ouest de la France. En fait, je suis arrivé à l'ufologie par un cheminement personnel, on va dire. Déjà dans mon enfance, une première observation.
Puis ça s'est passé pendant un temps et c'est revenu à l'âge de 50 ans où ça s'est accentué, et presque comme on l'appelle vers les enquêtes ufologiques en fait. Voilà. Et je suis au MIFON depuis décembre 2018. Donc j'avais été recruté moi par Pascal Fechner et Camille Foucard. Quand ils ont quitté l'organisation en 2020, c'est donc Jeannie Charot qui a repris. Et ensuite en 2022, Jean-François a pris la relève à la direction du MIFON. Et moi, je suis devenu directeur adjoint du MIFON. Voilà, après mon métier professionnel, je suis topographe dans un cabinet d'ingénierie en infrastructure routière et génie civil. Je travaillais dans de nombreux bureaux d'études de l'État. Et maintenant, je travaille dans des collectivités territoriales. Voilà, en gros, mon parcours. Merci. Alors donc, moi, c'est Jean-François Sommer. Je suis actuellement le directeur du MUFON. Donc, moi, je suis d'abord, avant tout, enquêteur de terrain. Donc, il faut savoir que ce soit Eric, enfin voilà, toutes les personnes du MUFON qui ont même comment dire, j'oublie le terme, ça y est, je perds mes mots, des fonctions. On est avant tout, en fait, enquêteur de terrain. Ça fait, ouais. Donc voilà, c'est vraiment la base de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Et donc moi, je suis directeur pour la France, pour la Belgique et pour les Pays-Bas du MUFON. Je suis enquêteur MUFON depuis 2021, depuis le début de l'année 2021. Depuis l'été 2021, j'ai tout de suite été directeur adjoint en fait de Jani. Et puis depuis mars 2022, donc je suis le directeur de la France, de la Belgique, et puis depuis le mois de décembre des Pays-Bas. Voilà. Moi, je m'intéresse à l'ufologie depuis à peu près l'âge de 10 ans. Voilà. Alors moi, j'avais pas fait d'observation. C'était simplement que j'avais un copain qui m'en avait raconté une, et du coup, ça m'a toujours intrigué, et voilà, j'ai voulu enquêter. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivé, après par des lectures, voilà. Et puis, je me suis vraiment lancé, c'est le confinement, on va dire, qui m'a mis sur les rails de vraiment devenir enquêteur, d'être actif, on va dire, dans l'ufologie. Voilà un peu pour les présentations. Et Eric, tu as oublié. Oui, ce que je voulais préciser, ce que j'avais oublié, en fait, c'est quand même important. Depuis 2021, je seconde Jeannie Charot, en fait, dans l'équipe IRT, c'est Experiential Resource Team, c'est une équipe spéciale du MUFON international. On est à peu près 60 membres à travers le monde entier. Hein. Ce sont des enquêteurs certifiés et on l'accompagne, en fait, c'est une équipe spécialisée dans l'accompagnement, on va dire, des expérienceurs. Ce qu'on appelle expérienceurs, ce sont des abductés ou les contactés. Voilà. Donc, c'est pratiquement, je travaille à temps plein pratiquement là-dessus, maintenant. Je fais toujours des enquêtes de terrain, mais comme il y a beaucoup de personnes à suivre et à accompagner, ça me prend aussi beaucoup de temps. Avec Janie qui, elle, représente l'Europe. Pour le MUFON USA, c'est Janie la référente Europe. Voilà. Donc, ouais, ce soir, alors j'ai le titre que tu as mis pour la conférence, c'est Où en est le MUFON en France. Mais moi, j'ai choisi plutôt de présenter déjà le MUFON global, le MUFON en France, de présenter un peu ce qu'on fait, parce que voilà, tout le monde connaît peut-être le MUFON de nom, enfin tout le monde dans le milieu ufologique, parce que au-delà, il n'y a pas grand monde qui nous connaît. Mais dans le milieu ufologique, tout le monde connaît le MUFON, mais on ne sait pas exactement ce qu'on fait et tout. Donc voilà, ce soir, on va commencer par ça. C'est vraiment le but pour moi de la conférence, le but principal. On va commencer par une petite vidéo, si vous le voulez bien, de présentation un peu. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure moins de 2 minutes.
Donc voilà, c'était une petite intro pour faire voir un peu ce qu'on fait. Des fois, les images, c'est un peu mieux que les paroles. Donc, le MUFON, c'est quoi? C'est une association qui a été créée aux États-Unis en 1969, qui s'appelait au début, c'était dans le Midwest. Et après, donc, elle est assez nationalisée, puis internationalisée. Donc, actuellement, on peut dire qu'on est le premier réseau mondial d'enquêteurs. On a plus de 4600 membres dans le monde, présents dans 50 pays, tout en sachant que même s'il n'y a pas d'enquêteurs dans un pays et qu'on reçoit des témoignages de ce pays, ils sont enquêtés. Donc, ils sont enquêtés à distance, bien sûr, mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui se voit attribuer cette observation, et il y a au moins une enquête à distance de fait. Le MUFON, c'est environ 10 000 cas par an dans le monde, 10 000 observations qui est rapporté au MUFON, pardon. Et on a à peu près un taux d'observation expliqué de 93%. Alors, vraiment 93% d'expliqués. Après, on va dire il y a 7% inexpliqués. Bon, dans ces 7%, réellement de très, très, très étranges et vraiment inconnus, on va être plus dans les 4-5%, quoi. Donc, les principaux buts du MUFON, donc enquêter sur les cas d'observation déposés par les témoins et les intégrer dans notre base de données qui s'appelle le CMS, pour les rendre accessibles aux chercheurs du monde entier. Donc, en étant adhérent au MUFON américain, on a un accès restreint, mais on a quand même un accès à cette base de données. Voilà, il faut le savoir. Nous, en tant qu'enquêteurs, on a accès à toute la base de données, bien sûr. Hein. On peut voir tous les... Alors, actuellement, je crois que dans notre base de données, dans notre CMS, on a à peu près 136 000 observations. Voilà, le deuxième but du MUFON, c'est de promouvoir l'étude des PAN, afin de découvrir la vraie nature du phénomène avec un regard sur de possibles développements scientifiques ainsi que l'amélioration des conditions de vie sur notre planète, et informer le public sur ces phénomènes et ses impacts possibles sur la société. Voilà les principaux buts du MUFON. Pour l'accessibilité, pardon, excusez-moi, Jean-François. Vas-y. Pour l'accessibilité aux chercheurs du monde entier, c'est une demande écrite normalement qu'il faut faire au MUFON USA, avec l'appui, je pense, du chapitre concerné, non, Jean-François? Oui, c'est ça. Et après, comme je disais... Le chapitre, en fait, c'est l'antenne locale. Ça peut être l'antenne MUFON France qui appuie la demande du chercheur auprès du MUFON USA pour avoir des données ou avoir accès à des informations. Ouais. Donc en France, nous, sur la France et la Belgique, notre structure est principalement sur la France et la Belgique. On a créé une association loi 1901 qui s'appelle MUFON France et Territoires Ultramarins, en fait pour nous appuyer, parce qu'on n'a pas du tout de fonds. Alors, il faut savoir tous les enquêteurs, on est tous adhérents au MUFON US, que pour être enquêteur MUFON, il faut être adhérent au MUFON US. Et par contre, on a un appui matériel, on va dire, si on a besoin par exemple, si on fait des prélèvements, le MUFON a son laboratoire. Donc on a cet appui-là. Il y a aussi des analystes photos et vidéos qui sont très qualifiés, donc on peut avoir des expertises, des appuis comme ça pour nos enquêtes. Par contre, on n'a pas d'appui financier. Donc nous, voilà, on paye notre cotise, mais on n'a pas de retour sur notre cotise, on va dire, à part cette base de données. Et donc du coup, on a créé cet asso en France. Loi 1901, qui compte, ce jour, on a une centaine d'adhérents à peu près, une bonne petite centaine. Et puis, nous, on a une équipe de 27, donc 20 enquêteurs et 7 IR, ce qu'on appelle des IRM, investigateurs rapporteurs pour le MUFON, sont des gens qui nous aident tous les jours, qui font partie intégrante de l'équipe. Et donc, qui peuvent, par exemple, nous aider sur notre magazine, même sur des enquêtes, des fois, ils peuvent nous appuyer. Ils ont des compétences particulières, rédactionnelles notamment. Ils peuvent nous aider, nous seconder justement par rapport aux enquêtes, pour mettre propre, on va dire, les rapports, faire les mises en page et autres aussi. Il y a une partie des enquêteurs qui ont commencé. Il y a une partie des enquêteurs qui ont commencé IRM, quoi. Ouais. Des fois, on entre au MUFON, on entre en devenant IRM, on va dire, et puis après, on devient enquêteur.
Donc voilà, 20 enquêteurs, 18 en France. On est répartis à peu près sur tout le territoire. Et 2 en Belgique. Et 6 IRM en France et 1 IRM en Belgique. Alors, ce sont tous des, excusez-moi, Jean-François, ce sont tous des profils professionnels et sociaux très différents, en fait, hein, au niveau des enquêteurs. Hein. Alors oui, ouais, je vais un peu vite là. On a une équipe qui est super hétérogène. C'est-à-dire que aussi bien, voilà, comme Eric vient de le dire, aussi bien de par nos professions que de par nos milieux, nos compétences, on est vraiment très, très hétérogène. On a plusieurs ingénieurs, mais on a aussi un ouvrier, on a Eric, dans le milieu médical, un topographe, milieu médical, paramédical, ancien officier de l'armée à la retraite, ancien pilote de ligne, pilote de ligne à la retraite. Voilà, on a vraiment, domaine juridique aussi. Donc, vraiment des compétences diverses et variées. C'est intéressant, ce qui fait aussi la richesse du rapport humain, on va dire, au sein de l'équipe. Et j'ai envie de dire, même grosse particularité aussi de notre équipe, c'est qu'on est vraiment tous différents, même dans notre approche du phénomène OVNI, on va dire. C'est-à-dire qu'on a du plus gros sceptique au plus ouvert voilà, chez nous. Et on est dans la bonne entente, quoi. On arrive à parler sans se crêper le chignon et on a des discussions intéressantes, quoi. On a souvent des réunions hebdomadaires, en fait, où tous ceux qui peuvent se connecter se connectent. En général, c'est le lundi soir, hein, ce qu'on faisait. On parle de certaines enquêtes quand il y a des difficultés pour un enquêteur en particulier. Ça fait la richesse, on donne des idées, on échange des opinions et c'est de façon collégiale. Et ça, ce rapport humain, moi, je pense qu'il est très bien pour l'équipe en général. Et voilà, c'est ce qui fait la richesse, moi, je pense, humaine. J'ai une question à vous poser. Oui. Je vois que l'association loi 1901, MUFON France et territoire ultramarin, c'était l'ancien titre du MUFON, du temps de quand Jenny Charlot est arrivé. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est MUFON Caraïbes, ça n'a aucun rapport avec ça? Ou ça en a? Je n'ai pas connaissance de MUFON Caraïbes, mais c'était pas Hugues Noël à l'époque? Je connais un groupe Facebook qui s'appelle comme ça. Ouais, mais je crois qu'ils appartiennent pas au MUFON. D'accord. Il y a des gens qui se disent MUFON, mais qui n'ont rien à voir avec le MUFON. Où il y a des gens qui, par exemple, il y a juste une personne qui est vraiment enquêteur MUFON, et puis tout le groupe se dit du MUFON, et en fait, il n'y a personne qui est adhérent au MUFON à part cette personne-là. Donc voilà. Mais le MUFON Caraïbes n'existe pas officiellement auprès du MUFON. Est-ce que, comme moi, vous voyez apparaître des incrustations quand les gens envoient des messages à tout le monde? Oui. Je l'ai vu là. C'est pas terrible, mais enfin, il faudrait que. Enfin, c'est pas dramatique. Bon, mais il faut faire attention de ne pas trop en envoyer en rafale, quoi. Okay, merci, on continue. Alors, quelques petites statistiques. Donc, en 2022, sur la France, on a reçu 280 observations. Et sur la Belgique, on en a eu 39. Par exemple, en comparaison en 2021, on en avait eu 140. Alors, je ne vois pas mon chiffre en entier. 143 observations. 143, 5 en Belgique. Là, cette année, on est plus... là, on n'est pas loin des 90 en France et on n'est qu'à, je crois, 5 ou 6 en Belgique. Donc, voilà, on est sur des bases plus faibles, on va dire, que les autres années. Par contre, que les autres années, que l'année dernière. Par contre, ce qu'on n'avait pas avant, maintenant, on a des témoignages le jour même ou le lendemain. Il y a 2-3 ans, on avait des témoignages qui étaient souvent anciens, c'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient bien souvent contacté beaucoup d'associations avant nous, ou GEPAN ou d'autres, et qui n'avaient pas eu de réponse, ou que la réponse qu'ils avaient eue ne leur satisfaisait pas. Et en fait, ils se tournaient vers nous, ils disaient tiens, le MUFON existe, donc on va voir avec eux un peu, voir ce qu'ils en pensent. Et donc, on avait quand même plutôt des cas assez anciens. Et maintenant, voilà, il se passe quelque chose. Des fois, le lendemain ou le jour même, on a directement les témoignages, quoi. Donc, c'est super intéressant parce qu'on peut vraiment enquêter, quoi. Intervenir rapidement. Plusieurs années après, c'est plus compliqué, quoi. Donc, voilà un peu pour les stats. Alors là, j'ai
comment dire, je vous ai mis la carte des observations qu'on nous a rapportées en 2022. Alors, en blanc et en bleu, ce sont comment dire, des observations qui sont identifiées, qui sont parfaitement identifiées. En jaune, c'était les enquêtes en cours. Donc, ces enquêtes sont encore en cours. Par contre, en rouge, ce sont tous les cas que l'on a classés inconnus. Parce que nous, on n'a pas la même classification que le GEPAN, on n'est pas sur du ABCD, on est sur de l'inconnu. On a deux types d'inconnus, on a deux types d'identifiés, et on a après des informations seulement quand c'est un témoignage indirect, et données insuffisantes quand on n'arrive pas à voir le témoin et que du coup, on ne peut pas conclure. Donc voilà, là c'est vraiment on va dire les jaunes qui ne sont pas encore terminés d'enquêter, et les rouges qui sont les plus intrigants, on va dire, pour nous. Et ce qui est étonnant, c'est la répartition des points sur cette carte. Oui. C'est lié à la répartition des enquêteurs? Pas forcément, non. Non. Je pense peut-être c'est plutôt une histoire de densité de population. D'accord. Enfin, on n'a pas vraiment fait d'études là-dessus, parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais ouais, il y a des régions quand même. Déjà, le nord de la France, la Belgique, hein, c'est quand même, je pense, des points chauds. Ouais. Hein. Ouais. Ouais, ce que j'allais dire, ça ressemble plutôt à des points Là chauds. c'est 2021 et 2022 superposés. OK. Par exemple, en 2023, là, depuis le début de l'année, on a eu pas mal d'observations faites dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on pourrait considérer que ça commence à devenir un point chaud aussi. Pour quelle raison? Alors, Je ne sais rien. si, on a eu quand même un appel à témoins sur Pau qui nous Oui, c'est avait suite à un ramené. appel à témoins. Oui. On n'avait jamais de cas sur Pau Avis de Pau. Oui. et là, on a fait un appel à témoins pour une observation qu'il y avait eu sur Pau, c'était en décembre, je crois. Oui. Et on a eu une rafale de De témoignages. contact, oui. Et puis après, là, il n'y a pas longtemps, j'en parlerai après, mais on était à la foire de Bordeaux. Donc c'est pareil, là, on a eu pas mal de cas sur Bordeaux. Quelles sont les différentes fonctions donc, au sein du MUFON? Donc, investigateur, rapporteur pour le MUFON, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au MUFON France-Belgique. C'est on va dire, pour intégrer les gens à l'équipe, hein, on a créé ce statut, et ce sont des gens qui signent une clause de confidentialité aussi, parce qu'on a parfois des informations un peu sensibles, et et aussi pour l'anonymat des témoins, etc., on fait signer une clause de confidentialité. Donc il y a la base, on va dire, du MUFON ou de toute l'ufologie, j'ai envie de dire, c'est enquêteur de terrain. Et pour être en fait toutes les autres fonctions, il faut d'abord être enquêteur de terrain. C'est-à-dire que voilà, après, quand on est enquêteur de terrain, on est donc, j'expliquerai après, mais sur le manuel, mais une fois qu'on a obtenu on a réussi notre test d'enquêteur, on est enquêteur stagiaire, donc voilà, on commence nos premières enquêtes avec en général un tuteur. Enfin, nous, c'est comme ça que ça marche chez nous. Et après, donc, au bout d'une dizaine d'enquêtes, si on voit que la personne déjà maîtrise notre base de données, le CMS, et puis on voit qu'elle est à l'aise dans ses enquêtes, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle est apte à faire ses enquêtes toute seule, elle devient enquêteur certifié, donc c'est enquêteur niveau 2, on appelle ça. Et après, donc, on peut être enquêteur international, c'est-à-dire que je suis enquêteur en France, mais il y a un cas, par exemple, en Iran, mais en Iran, il n'y a pas le MUFON, mais il y a quand même des gens qui rapportent des observations en Iran. Donc, on peut faire partie d'une équipe qui va enquêter sur des cas à l'international. Donc, bien sûr, ce ne sera pas les enquêtes de terrain, mais voilà, le témoin aura quand même une réponse de la part du MUFON, il y aura quand même un enquêteur qui sera penché dessus. Après, on a les enquêteurs de niveau 3, une équipe qui s'appelle la Star Team. C'est une équipe d'intervention rapide. Donc là, en France, nous, c'est Gianni qui avait relancé ça, enfin qui avait lancé ça, parce que ça n'existait pas en France. Et c'était quand il y a peut-être 2 ans qu'elle a lancé ça. Et là, c'est l'équipe vraiment qui
par exemple, sur un crop circle, sur une mutilation animale, sur Un là où il y a besoin de atterrissage faire, éventuel. là où il y a besoin de faire un atterrissage éventuel, s'il y a besoin de faire des prélèvements, voilà, c'est une équipe ces enquêteurs qui sont plus, soit par leurs compétences ou soit par leur expérience, qui sont plus, qui sont mieux formés, on va dire, à faire ces prélèvements et enquêter sur ce type de cas. C'est-à-dire ils Ah, ont un protocole bien particulier voilà, à suivre, en fait, il y a- qui est imposé par le MIFOM international. et ça, Voilà. j'expliquerai après dans le Oui, manuel, parce on que après, je vais parler rentrera. de… Oui, tout à fait, ouais, excuse-moi. Donc après, il y a l'équipe IRT, donc comme Eric disait tout à l'heure, il va nous la présenter après. C'est vraiment une branche à part du MUFON. Donc on peut comparer ça au CERO, voilà, Cerveau France, ouais. CERO France, mais c'est voilà, le MUFON a la branche principale OVNI et a une branche, on va dire, secondaire, IRT, enfin secondaire, je dis Et secondaire parce RT qu'elle est depuis moins importante 2011. en nombre. C'est Catherine Marden, en fait, qui avait instauré ça auprès du MIFON, qui avait poussé justement pour qu'il y ait cette équipe existe, soit créée, puisqu'il y avait de nombreuses demandes suite à des observations, mais aussi des contacts avec des entités exogènes, on va dire, ou intelligence exogène avec les observations, en même temps que les observations. Donc, il y avait un manque auprès de ces personnes qui désiraient justement se confier. Et c'est Catherine Marden qui est à l'initiative de cette branche IRT, en fait. Et maintenant, elle est présente en Europe et un peu, enfin, pas dans tous les pays, mais voilà. Dans les pays anglo-saxons, en tout cas, il y a des correspondants IRT. Et francophone, il y a Janie et moi-même pour la France et l'Europe en général. Nous confions aussi des enquêtes en Europe. Enfin, des suivis en Europe, on ne dit pas enquête, on dit plutôt des suivis. Suivi de ces personnes fragilisées la plupart du temps. Et au Canada, au Québec, il y a Éric Tessier et Kevin Ringo, qui sont aussi francophones et anglophones, qui font aussi ces suivis des expérienceurs. Et après, plus tard. après, il y a tous les postes de direction. Donc, en France, on a 3 postes, on va dire, de direction. Il y a le directeur des enquêtes. Il y a un directeur adjoint. Donc, moi, j'ai été le premier directeur adjoint vraiment nommé par le MUFON. Parce qu'avant, il y en avait qui étaient nommés localement, on va dire, directeur adjoint. Et moi, j'étais le premier. Eric est donc le deuxième directeur adjoint officiel, on va dire, du MUFON France. Et voilà, après, poste de directeur nationaux. Au-dessus de nous, on a un directeur international donc du MUFON américain, qui est directeur des enquêtes internationales. Et puis après, au-dessus, c'est le directeur exécutif du MUFON. Actuellement, c'est David McDonald. Et voilà, on est tous bénévoles. Il y a simplement une secrétaire aux États-Unis au siège qui est, je crois, salariée à mi-temps. Mais bon, ce n'est pas une membre du MUFON, quoi, c'est une salariée. Et une autre dame qui doit être à mi-temps aussi, qui s'occupe du symposium du MUFON, qui est celle qui organise tout le symposium. Et le directeur exécutif, s'il a dû quitter son emploi pour être directeur exécutif, c'est le seul au MUFON qui est rémunéré. Autrement, tout le monde est bénévole, que ce soit le directeur national comme moi, enfin voilà, tout le monde aux États-Unis même sont des personnes bénévoles. D'accord. Donc là, Eric, je vais te laisser parler de l'équipe IRT. Alors, ouais, voilà, IRT, Experience Resource Team, donc c'est un groupe de soutien d'écoute uniquement, en fait, hein, à la différence peut-être du CERO France, eux sont calibrés avec des psychologues, nous aussi d'ailleurs, mais ce sont essentiellement des anglo-saxons, ce sont des psychologues, psychiatres. Nous avons aussi des thérapeutes énergéticiens, des hypnologues, des spécialistes des EMC, état modifié de conscience. Voilà, mais ils sont essentiellement anglo-saxons. Bon, on peut s'appuyer aussi sur leur expérience et expertise professionnelle. Voilà, donc moi je suis dans le groupe depuis 2021. J'en ai l'été auparavant au Québec avec Marc Saint-Germain, toute l'équipe de Marc Saint-Germain. Elle a été à la bonne école, si je puis dire. Et donc ce groupe IRT du MUFON permet aux personnes se questionnant sur l'éventualité de leur enlèvement
Ça peut être des rêves ou des cauchemars qui reviennent, ou enfin, je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, ou leur contact extraterrestre, de dialoguer en toute ouverture d'esprit. Donc, chez nous, il n'y a pas de jugement. On écoute la personne avec bienveillance. C'est juste un accompagnement, comment dire, plutôt fraternel et humaniste. Et puis, on essaie de trouver des solutions ensemble. Si l'expérience est plutôt malsaine, bon, on a tout un protocole pour aider ces personnes en difficulté. Donc voilà, c'est une équipe de soutien spécialisée dans les abductions. Et vous, comme c'est écrit dessus, là, sur le script, vous laissera vous exprimer, échangera avec vous sur ce sujet si délicat. Vous pourrez communiquer avec nous en toute confidentialité par mail ou par téléphone. La plupart du temps, c'est par téléphone et c'est énormément d'énergie, énormément d'heures à passer auprès de ces personnes. Souvent, la plupart on devient amis parce qu'on se côtoie tellement longtemps que même quand ça va mieux, si vous voulez, il y a toujours un contact. Ils peuvent nous appeler quand ils le souhaitent. C'est un suivi. C'est vraiment à part comment dire, des enquêtes classiques en ufologie. Le Cerro France pourrait en parler très bien aussi. Myriam Belmire, on avait eu un échange justement avec eux l'an dernier. On avait fait une visio avec eux et ça correspondait beaucoup. C'était très ressemblant au travail que l'on effectue, nous, au MIFON, dans l'équipe IRT. Voilà. Et si je peux compléter, Eric, Ouais. Janie, depuis 1 an, elle est directrice de l'IRT Europe. C'est ça. Et aussi, c'est des fois, vous mettez en contact les expérienceurs entre eux pour qu'ils, dans des groupes de ça. parole, par exemple, C'est ou ça. des choses comme ça. C'est Ouais. vraiment pas du tout de l'enquête, là, c'est vraiment de l'écoute, Non, du non, ça n'a rien à soutien. voir avec l'enquête. C'est une équipe donc pluridisciplinaire où il y a des psychiatres, des psychologues, c'est vraiment quelque chose à part. En général, beaucoup de ces personnes sont accompagnées déjà soit par un psychiatre ou un psychologue. Ils n'arrivent pas des fois, enfin, c'est compliqué des fois d'arriver à se confier même à un psychologue à qui on a vraiment confiance parce que c'est vraiment à part, quoi. Les abductions, c'est encore plus que le paranormal, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très particulier, quoi. Dire qu'on se fait enlever, entre guillemets, provisoirement toutes les nuits ou très souvent, c'est pas évident. On y reviendra dessus un peu plus tard. Ouais. Alors, voilà, là, c'était donc Eric, Janie, Xavier, qui est là ce soir aussi, qui est enquêteur Ouais, MUFON. Ouais. Et puis Ron Westrom, c'était au c'est un sociologue américain, ouais. C'était au Caipan au mois d'octobre. Au mois d'octobre l'an dernier, 2022. Là, sur les IRT aussi, il y a le livre de Kathleen Marden qui vient de sortir. Voilà, qui vient de sortir. Là, c'est Jean Librero aux éditions Flying Disc France qui a publié. Il y a une préface de Jeannie Charbot, justement, notre ami Jeannie. Alors moi, je vais continuer sur comment devenir enquêteur MUFON. Alors pour être enquêteur MUFON, il faut déjà être adhérent de l'association. Il faut donc passer une sélection. Alors la sélection, ça va être surtout sur les motivations. Dans un premier temps, on vient voir que la personne elle ne vient pas comme ça parce qu'elle a vu la lumière, qu'elle est vraiment intéressée par le sujet, qu'elle a vraiment envie d'enquêter. Après, il faut le payer, le manuel. Alors, on le paye aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est une formation, on a tous, n'importe quel enquêteur MUFON dans le monde à la même formation de base. Donc, on doit acheter un manuel. Actuellement, il coûte 89 $. Et donc, on achète ce manuel. Ce manuel, c'est... je vais vous donner les thèmes après. Je crois que c'est le slide d'après. Voilà, il y a un petit aperçu. C'est une initiation à beaucoup de choses, en fait, le manuel, à l'astronomie, à comment mener un entretien avec un témoin, comment faire des prélèvements, comment utiliser des outils comme des compteurs GGR, des magnétomètres, des choses comme ça. À la fin, une fois qu'on a terminé d'étudier le manuel, c'est vraiment à l'américaine, donc on a un QCM à la fin de 100 questions et il faut au moins avoir 81% de bonnes réponses pour donc être nommé enquêteur stagiaire. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le manuel? Le code d'éthique de l'enquêteur, la présentation de la structure, bien sûr, les postes, les équipements nécessaires,
les lignes directrices en manière comment dire, de relation avec les médias, on ne peut pas dire n'importe quoi dans les médias, etc. Le processus d'enquête, donc je vais revenir sur la slide suivante. Il y a les 10 étapes de l'enquête et les différents formulaires et procédures, parce que MUFON est très, c'est américain, donc c'est très carré, très procéduré. On a des formulaires pour tout, des procédures pour tout. Donc voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc les 10 étapes de l'enquête, c'est donc déjà on reçoit le rapport. Donc nous, en gros, même quand c'est nous qui voyons un cas, on essaie de prendre contact avec le témoin, on lui propose de témoigner chez nous, mais nous, de nous-mêmes, on ne fait pas une enquête comme ça. C'est-à-dire que la base de l'enquête, c'est toujours le témoin qui nous dépose son témoignage. Qui fait la démarche. Qui fait la démarche. Donc voilà, moi, ça m'arrive des fois de voir sur les réseaux sociaux un témoignage. Je contacte la personne, en général, je lui dis si vous voulez, vous pouvez déposer un témoignage chez nous. Mais voilà, moi, je ne fais pas d'enquête comme ça. C'est sans l'accord du témoin, c'est le témoin qui vient vers nous, qui nous dépose le témoignage. Donc, on a un formulaire. Soit ils peuvent le déposer directement dans la base de données du MUFON. Il y a le lien sur notre site. Ou sinon, nous, on a fait un petit formulaire en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'anglais. Et du coup, on a un petit formulaire en français. Après, nous, on le rentre dans notre base de données. Et, il y a Oui, pardon, Jean-François. Il y a une classification automatique qui se fait dans la base de données. Dès que la personne dépose son témoignage, voilà. Et voilà, il y a la classification Vallée. Il est rentré automatiquement par rapport aux données qui ont été rentrées. Il est classé automatiquement par rapport aux données qui ont été rentrées. Et donc, MUFON utilise la classification Vallée. Voilà, je laisse un peu le tableau. Alors, avec plusieurs catégories, pourquoi le jaune, l'orange et le rouge? C'est par rapport au délai de contact du témoin. Donc, contact du témoin. Voilà. Catégorie 1, on a 3 jours pour prendre contact avec le témoin. Catégorie 2, on a 2 jours. Et catégorie 3, on n'a que 24 heures. 24 heures pour prendre un premier contact. Donc après, on contacte le témoin, on a un entretien avec le témoin. Donc, on va dire dans la plupart des cas, c'est des enquêtes à distance. Donc à peu près, par exemple, là sur les 280, moi je ne sais pas, j'ai pas exactement les statistiques, mais on est peut-être à 40% d'enquête de terrain. Le reste, soit il n'y a pas besoin, parce que c'est quelqu'un qui a vu Starlink ou qui a vu l'ISS, on a très vite trouvé ce que c'était, il n'y a pas besoin d'enquête de terrain. Par contre, voilà, quand il y a un peu plus besoin de creuser, on fait des enquêtes de terrain, ce qui est vraiment la base du métier, si j'ai envie de dire. Donc, contact, entretien avec le témoin, collecte de preuves matérielles s'il y a, enregistrement de données, donc on les enregistre dans notre base de données. On a un suivi, s'il y a des preuves ou des choses comme ça, tout est classé, tout est suivi. Après, donc, on recherche des preuves corroborantes en utilisation d'outils appropriés. Donc là, j'ai fait un petit listing qui n'est pas exhaustif. C'est vraiment les outils de base, on va dire, qu'on utilise. Voilà. Donc, Stellarium. Généraliste. Stellarium, c'est un planétarium qui est super bien, qui est gratuit, qui nous permet de revenir avoir la carte du ciel à un moment donné, quoi, et un lieu donné. Donc, c'est super intéressant pour nous. Ivan Obov, lui, va surtout nous aider pour les passages de satellites. Pareil, on entre le point où la personne a fait l'observation et on a les horaires, les trajectoires, les azimuts, etc. de passage des satellites. C'est pour ça que les horaires et les trajectoires lors des témoignages, c'est très important, quoi. On appuie vraiment là-dessus, quoi, dans un premier temps. Après, on utilise aussi Destination Orbite, c'est ce qui permet de revenir sur tous les lancements spatiaux qu'il y a eu. Vigiciel, ça va être pour tout ce qui est bolide, météorites, etc. Méprise du ciel, c'est un site qui est super bien fait. C'est un site participatif en plus, très bien. Qui recense quasiment maintenant toutes les méprises possibles. Il est super intéressant pour nous, surtout pour expliquer aux témoins ce qu'ils ont pu voir, pour leur, vraiment qu'ils puissent visualiser exactement. Tiens, c'est la même chose que j'ai vu. Pour avoir une explication imagée, on va dire, rapide de ce qu'ils ont pu voir.
Après, bon, je pense que quasiment tout le monde connaît Flight Radar pour les, on va dire, les vols de tourisme, quoi, tout ce qui est trafic aérien de tourisme. Après, Marine Traffic, c'est la même chose pour les bateaux. Après, on utilise Photo Forensics. C'est un site qui est gratuit, qui permet d'avoir les métadonnées des photos. Donc, c'est intéressant, on le verra après. On utilise Météo Ciel. Météo Ciel, on a une climatologie, on peut revenir jusqu'en 1973 sur on a surtout les indications de température, de trajectoire de vent, bon, des trajectoires, on va dire, globales, parce que voilà, le vent peut vite tourner, mais voilà, ça nous donne des bonnes indications. Bon, Google Maps, bien sûr, hein, pour se repérer, se trouver exactement le témoin. Donc voilà, sur les outils, bon, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a hein, d'autres, mais là, c'est les principaux que j'ai mis, mais il y en a beaucoup d'autres. sur les données METAR, en particulier, les données METAR que l'on peut trouver sur les bases aériennes militaires, ou les aérodromes civils, quoi, aéroports, ils ont aussi des données METAR, ce qu'on appelle aéronautique, enfin climatologique, un peu plus précises. C'est intéressant. Il y a un site, je ne me rappelle plus le nom, où pour 5 €, vous pouvez avoir les données, vous pouvez revenir en arrière sur les données METAR, elles sont enregistrées et classifiées, enfin classées, quoi. Et il y a un site aussi sur les... j'ai plus le nom non plus. Sur les cartes satellites, mais anciennes. C'est-à-dire qu'on peut revenir aux années 50. Géoportail, tu veux Ouais, dire? Géoportail, ouais, c'est ça. Oui, voilà, ce sont des sites courants que l'on peut trouver très facilement. Donc voilà, après, donc quand on a fait, on va dire, notre enquête, après, on développe et on teste des hypothèses, que bon, le MUFON, c'est quand même l'étude scientifique, hein, on essaie d'être le plus scientifique possible, du moins dans l'étude. Et voilà, donc après, on développe des hypothèses, on les teste, voilà, pour essayer de savoir ce que la personne a pu voir. On part de l'hypothèse souvent la plus simple au départ, la plus rationnelle, et ensuite on les diminue ou pas si elle ne se vérifie pas, en fait. Et après, l'avantage que l'on a, c'est comme on a maintenant une belle équipe, bien diverse, quand on n'est pas sûr de nous, on peut demander aux autres ce qu'ils en pensent. C'est ça, ouais, on n'hésite pas, quoi, à échanger si besoin. Donc après, on fait notre conclusion d'enquête. Donc, et on remplit notre rapport d'enquête. À chaque fois, alors il faut savoir aussi une chose, c'est que, par exemple, nous, les dernières 280 observations, on a répondu à 280 témoins. C'est-à-dire que nous, chaque témoin a une réponse. Alors des fois, il dit qu'il ne l'a pas eu parce que peut-être on est tombé dans les spams, on avait juste envoyé un mail, mais c'est tombé dans les spams, ou il y a eu quelque chose comme ça. Il y a eu un hic ou sur les coordonnées qu'il nous avait donné. Mais à chaque témoin, même si c'est quelqu'un qui a vu Starlink, on va au moins prendre la peine de l'appeler ou d'envoyer un mail pour dire vous avez vu Starlink, mais merci, un grand merci pour votre témoignage. Donc voilà, chez nous, chaque témoin a une réponse. C'est obligatoire. On lui donne notre conclusion aussi d'enquête. Alors parfois, ils ne sont pas d'accord du tout avec nous. Hein. Comme on dit, bon, on n'a pas ça peut arriver. On ne peut pas être... on n'a pas la science infuse. Hein, on n'a pas la science infuse, on n'est peut-être pas... Voilà, peut-être qu'on se trompe, mais voilà, c'est notre conclusion, quoi, c'est ce qu'on pense. On en discute avec le témoin. Bon, 9 fois et demi sur 10, ça se passe super bien. Hein. Ça arrive que rarement on va dire, de se prendre la tête avec un témoin qui n'est pas d'accord. C'est très rare. Mais ça arrive. Après, il y a un délai d'enquête qui est fixé par délai maximal de... Oui, pardon. Mise à jour et fermeture. On a 3 mois pour mener l'enquête. À la date comment dire, à la date de soumission de l'observation, on a 3 mois pour rendre une conclusion. Alors, on ferme le cas. Par contre, le cas peut être ouvert n'importe quand. Il peut être réouvert. C'est-à-dire que voilà, on a 3 mois vraiment pour faire notre enquête et déterminer, on va dire, une première conclusion. Mais après, si on a des nouveaux éléments, on peut ouvrir l'enquête n'importe quand. Et voilà. Donc ça arrive des fois qu'on n'avait pas pensé à quelque chose et puis 6 mois après, soit on a un nouvel élément, ou soit
ah bah tiens, ouais, non, c'est ce cas-là, en fait, c'était ça. Donc, ça nous arrive de revenir et voilà, Voilà, les enquêtes ne sont jamais totalement closes. Oui, on peut le classer en manque d'informations parce qu'il manque des informations pour le classer. Il y a une possibilité de le classer comme ça, manque d'informations. Et il suffit qu'on ait ces informations dans les mois ou qu'on recoupe avec d'autres observations. Toujours l'avantage de la base de données, c'est ça aussi, c'est qu'on peut aller voir les enquêtes qui sont menées, on va dire, en même temps, quoi, pratiquement à un autre endroit de l'Europe ou dans une autre région. Et on peut trouver l'information qui nous manquait et classer en IFO, c'est-à-dire objet identifié. Voilà. Pour classer l'objet en identifié, on n'a pas besoin d'être sûr à 100%, mais raisonnablement à 80%, il peut être classé. Si l'on pense que cet objet perçu est identifié, on peut le classer en inconnu, quoi. Objet artificiel, main de l'homme. Il faut que notre intime conviction, si j'ai envie de dire, parce que bon, Oui. des fois, bien souvent, on n'a pas de preuves, hein, c'est que des témoignages, mais voilà, notre intime conviction nous dit qu'on est au moins sûr à 80% que c'est vraiment inconnu, que ce n'est pas quelque chose de connu. Et du coup, voilà, on le classe à ce moment-là en inconnu. Là, je vais passer sur un petit cas. Enfin, je dis un petit cas parce que c'est un peu un cas d'école. Avec les outils que l'on a, il a été assez vite résolu. Donc, je vous lis le témoignage qu'on reçoit. Donc, je viens vers vous car mercredi 18 mai 2022, vers 10h30, je revenais avec ma conjointe de la déchetterie. Nous étions sur le retour en passant par des routes au milieu des champs. Le ciel était bien dégagé lorsque mon regard s'est immobilisé sur cet engin qui ne m'était pas connu. Ma conjointe l'a observé aussi. Nous sommes restés stupéfiés par ce que nous avons vu. Enfin, c'était stupéfait. Mais... J'ai suivi l'engin pendant 15 minutes à grande vitesse, mais hélas, l'OVNI se déplaçait très vite et finira par disparaître dans le ciel de la Belgique vers Ménène. J'ai réussi à prendre une photo et une vidéo de l'OVNI. Je vous laisse les regarder et pourriez-vous ainsi me dire ce que l'on a bien vu? Eh bien, un OVNI. Je reste à votre disposition pour de plus amples informations. Donc, là. Donc là, on a une photo. Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Après, on a cette vidéo. Mais si, il bouge. Je vais l'avancer un peu. On voit à la fin disparaître derrière les arbres. Donc le témoin était en France, était à la frontière belge et il a vu cet OVNI passer, on va dire, au-dessus de la Belgique. Donc voilà, la première des choses, on va sur ce que je disais tout à l'heure pour les photos, on va sur le site qui s'appelle Photo Forensics, qui va nous donner les métadonnées. Alors le témoin nous avait dit vers 10h30, et en fait, l'image nous dit que c'était 10h58, donc c'était bien le 18 mai 2022, mais à 10h58. Donc, premier réflexe, hein, je regarde Flight Radar, et on voit le témoin sur le point blanc, hein, le point transparent blanc qui est en France, au-dessus de Lincel, et donc il y a bien un objet qui passe, qui arrive du nord-ouest et qui dirige vers l'est, enfin nord-nord-ouest. Et en fait, c'était un Zeppelin, tout simplement. C'était un Zeppelin, donc voilà, avec ce genre d'outil, on arrive facilement. Voilà. Donc le témoin s'était trompé simplement sur l'heure, à une vingtaine de minutes d'écart. Et puis par contre, sur les directions, etc., tout concordait, quoi. Maintenant, Eric, si tu veux bien nous parler d'un de tes témoignages IRT. Oui, bon, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai parlé d'un Français. J'avais reçu un témoignage. Enfin bon, je vous lis son contact, hein, quand il a témoigné chez nous. Bonjour, présence cette nuit-là de deux individus d'apparence humaine au pied de mon lit.
un très grand, l'autre petit. Vous pouvez me joindre par téléphone pour plus d'informations. Ça paraissait assez court. En fait, cette personne se trouvait en région Auvergne-Rhône-Alpes, un département de la Haute-Savoie, à proximité du massif du Mont-Blanc. Alors, pour vous raconter un peu, c'est un jeune retraité de 58 ans qui vivait seul. Il menait une vie très simple dans son petit pavillon. Ses journées, comme il me disait, étaient répétitives et très souvent réglées à l'avance. Célibataire, sans enfant et vivant seul avec ses 2 chats comme seule compagnie. Cet ancien chauffeur poids lourd a passé 30 ans de sa vie professionnelle dans les services de l'équipement de l'État, affecté à l'entretien des infrastructures routières et plus spécifiquement au déneigement des viaducs. Donc nous sommes le 27 août 2018, quand vers 2 heures du matin, il se réveille subitement, il voit alors en face à lui, dans la pénombre, au pied de son lit, 2 silhouettes se tenant debout côte à côte et l'observant. Surpris et paniqué, pensant qu'il s'agissait de 2 cambrioleurs, instinctivement, il a un mouvement de recul et vient s'adosser au montant de son lit, essayant de reprendre ses esprits, tout en s'écriant « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» dont M. Robert, l'habitude de ses nuits d'été de laisser une petite fenêtre ouverte, laissant tout loisir à ses chats, de rentrer ou sortir de l'habitation. Persuadé que ces 2 personnes avaient réussi à se faufiler dans l'ouverture, venant ainsi lui faire la peau, il était dans un état de stress maximal, oppressé et commence à ressentir une vive douleur dans sa poitrine. Dans cet état d'anxiété extrême, il entend dans sa tête « Calmez-vous, vous n'avez rien à craindre ». Il prend le temps alors d'observer ces 2 personnages, tous 2 de forme humanoïde, sans aucun mouvement, stoïque. Il distingue clairement le tronc, la tête, les 2 bras et le haut des jambes, le reste étant caché par son lit. Le plus grand d'une taille d'environ 1,90 m, le second 1,50 m. Le message qu'il qualifie de télépathique semblait venir des plus grands. Son cerveau était alors comme littéralement compressé. Il distingue clairement une sorte de combinaison très pâle, légèrement fluorescente, sans ceinture, venant couvrir leur corps jusqu'au niveau du cou et des poignets. Paradoxalement, il n'arrive pas à percevoir leurs mains ni leur tête, qui semblent cependant tout à fait normales, bien proportionnées par rapport au corps, sans protubérance. Il arrive à se détendre un petit peu, se laissant glisser doucement avec son oreiller sur sa gauche au travers de son lit, en position de chien de fusil, ne les quittant pas du regard. Il estime être resté dans cette position une bonne dizaine de minutes, cherchant à communiquer avec eux, mais aucun son ne pouvait sortir de sa gorge. Il ne peut plus bouger ni ses pieds ni ses mains, comme paralysé, luttant pour ne pas fermer ses yeux. L'entité la plus grande tend alors vers lui une sorte de baguette d'environ 50 à 60 cm, venant toucher sous la couette qui le recouvrait la plante de son pied gauche. Instantanément, une décharge électrique parcourt son corps en remontant jusqu'à son cœur. Il cligne alors des yeux plusieurs fois avant de s'endormir définitivement. Le matin, M. Robert se lève comme à son habitude vers 8h30. C'est après le petit déjeuner, en lisant ce journal, que les souvenirs de la nuit passée lui reviennent brusquement. Au-delà de sa rencontre avec les 2 entités, il se rappelle parfaitement du rêve qu'il a fait cette même nuit, où il se voit en train d'observer son propre corps, allongé dans une sorte de tube horizontal fait d'un verre transparent, verdâtre d'environ 2 à 3 mètres de diamètre. Ses jambes et ses pieds sont joints et allongés, ses bras sont écartés. Il entend un léger ronronnement et observe distinctement une sorte de rayonnement magnétique fait de petits éclairs verts entourant le tube. Il regarde cette scène comme s'il était sorti de son corps à 2-3 mètres au-dessus du sol. La pièce dans laquelle il se trouve fait environ 50 mètres carrés, circulaire, à l'éclairage tamisé, équipé d'hublots opaques, rectangulaires, sur la périphérie en partie supérieure, occupant un quart de la hauteur. Aucune autre personne n'est présente dans cette pièce. M. Robert me signale que 4 à 5 jours avant cette rencontre, il a observé au réveil, sur sa main droite, 3 petits points rougeâtres de 6 à 8 mm, parfaitement similaires entre ses os métacarpiens, comme marqués au fer. Ce qui me dirait, c'est comme s'il avait été marqué au fer. Ces marques intrigantes ont été constatées par son frère et ont disparu dans la journée. Voilà, ça c'est le genre de témoignage que l'on peut avoir en tant qu'artiste, en tant qu'accompagnement. Donc, là, M. Robert ne semblait pas souffrir de stress post-traumatique. Il m'avoue quand même avoir connu des angoisses, des peurs le soir, à la suite de cette rencontre, pendant 3 ou 4 mois après sa rencontre avec les 2 entités.
Le lendemain de son expérience nocturne, il ne pouvait mouvoir que très difficilement sa jambe gauche et impossible pour lui de retourner son pied pour observer la plante de son pied. Ce n'est que le deuxième jour qu'il a pu manipuler normalement sa jambe et son pied gauche, constatant par la même occasion l'absence de toute trace suspecte laissée par la fameuse baguette utilisée par l'entité. Voilà. Ce qui est à voir aussi, c'est qu'apparemment, il aurait eu une sorte de guérison suite à cette rencontre. Donc, depuis de nombreuses années, M. Robert souffre régulièrement de fortes douleurs liées à des problèmes d'acide urique et d'arthrose. Il suit un petit traitement médicamenteux, mais sans réel soulagement. Pourtant, il constatera la disparition de ces douleurs chroniques pendant les 10-12 mois suivant cette rencontre, ce qui n'était jamais arrivé. Cependant, il se voit confronté depuis à la gêne quotidienne créée par des acouphènes. Il a constamment des acouphènes. Voilà. En gros, même si au départ, cette rencontre de M. Robert avec ses entités a été vécue comme très négative, vraiment, il a été profondément choqué. Il a vécu ça vraiment, pourquoi lui, quoi. En gros, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, qu'est-ce qu'ils voulaient de moi, quoi. C'était très déstabilisant pour lui. Avec le temps et après mûre réflexion, comme la plupart du temps d'ailleurs, j'aimerais dire, rajouter, M. Robert la considère maintenant comme plutôt positive. Cela lui a ouvert l'esprit, obligé à se poser des questions sur le sens de son existence, comme il m'a dit, hein, sa perception de ce que nous appelons la réalité, notre réalité, soi-disant réalité. En y réfléchissant, pardon, il pense que les deux entités attendaient qu'il se réveille, mais dans quel but? Peut-être en se montrant de façon ostentatoire, prouver leur existence et provoquer ainsi l'éveil de sa conscience. Ces questions le taraudent depuis. Il a la conviction d'une connexion continue avec ces entités liées plus spécifiquement à la création et l'humanité en général. Voilà. Ce changement soudain de la santé du témoin, son récit, son rêve régénérateur quelque part, n'est pas sans rappeler certains témoignages recueillis auprès des peuples amérindiens, ce qu'on voit souvent, le peuple des étoiles, notamment le passage du rêve. M. Robert est persuadé maintenant avoir été régénéré dans ce tube, le ronronnement d'une machinerie et la couleur verte, qui est pour lui la couleur de la guérison, maintes fois rapportée chez ces peuples autochtones. Voilà le type de témoignage et défini. Je lui avais proposé justement de faire une hypnose ou des relaxations méditatives spécifiques. Il n'a pas souhaité aller plus loin. Bon, c'est son choix, il n'y a aucun problème. On garde contact, il sait que je suis là s'il a besoin à tout moment de parler. Et voilà, c'est le genre de témoignage que l'on a assez fréquemment au MUFON en général. Après, si je peux compléter, Eric, quand par exemple un témoin a fait une observation d'OVNI et dit avoir subi une abduction ou un enlèvement, on va dire, on va parler français. Et en fait, il y a deux enquêteurs dessus. Donc, il y a l'enquêteur de terrain qui va faire l'enquête OVNI, proprement dite. Et il y a donc un membre de l'IRT qui va écouter sur la partie enlèvement. Connexion avec les entités. Ça, pour nous, comment vous dire, pour nous, la partie observation, c'est essentiel, mais la partie connexion, c'est tout aussi important au MUFON, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, on a beaucoup d'informations avec les expériences autres que la simple observation. J'oserais dire, entre parenthèses. On peut avoir des informations sur, justement, quand il y a une observation d'un objet, entre guillemets, ou du phénomène, on peut, justement, quand il y a une abduction ou un contact télépathique, on peut même essayer de croiser un peu les informations, quoi. Ça donne une certaine véracité à l'expérience ou pas du tout. Des fois, c'est complètement différent. Mais ce n'est pas automatique, quoi. C'est pas parce que vous avez une abduction qu'il y a eu l'observation d'un pan à proximité. Mais c'est quand même assez fréquent, quoi. On va dire c'est à peu près 60 à 70%. Où les personnes ont déjà vu dans leur enfance, ont fait plusieurs fois des observations rapprochées.
la plupart du temps rapprochés. J'ai un témoignage récent, là, ce sont deux frères. Bon, le témoignage date d'une quarantaine d'années, mais c'est tellement, ça les a tellement choqués qu'ils s'en souviennent comme si c'était hier. Voilà, les parents, c'était un samedi soir, les parents étaient partis chez des amis boire l'apéritif et ils devaient rentrer très vite. Et eux étaient occupés à regarder la télévision. Sur un programme, ils avaient 12 et 9 ans. Et la télévision, pour une raison inconnue, a commencé à se brouiller. Donc l'aîné des deux frères a essayé de régler le téléviseur, impossible. Et en même temps, il a perçu à travers la fenêtre une lumière à l'extérieur et un bourdonnement. Ils entendaient un bourdonnement. Donc, ils sont mis tous les deux à la fenêtre en train d'observer ce qu'ils ont appelé un ovni, en fait une soucoupe circulaire qui se posait dans la cour de la ferme. Enfin, elle ne se posait pas, elle était en sustentation à 1 à 2 mètres du sol. Et quand ils ont pris conscience, ils ont perdu connaissance là, quand ils ont fait l'observation. Quand ils ont pris connaissance tous les deux, ils étaient à l'extérieur de la maison, de la ferme. Ils étaient en train de regarder l'OVNI qui reprenait de l'altitude. Et ce que me dit Christine, une des témoins, elle observait son frère qui s'appelle Eric. Il avait les yeux exorbités, la bouche ouverte. Il était dans un état second, quoi, dans un état second. Et elle, par contre, était très... elle ne se rappelle pas, mais elle était enthousiaste de voir justement l'engin repartir très rapidement, en même temps que les parents rentraient justement de l'apéritif chez leurs amis. Et eux aussi ont observé l'engin partir très vite. Voilà. Ça, c'est un témoignage très intéressant puisque il y a 4 personnes qui ont fait l'observation et Christine a eu tout le long de sa vie, elle a 55 ans maintenant, tout le long de sa vie, elle a des expériences d'abduction et de contact, paranormalité aussi, beaucoup dans son enfance, médiumnité. Enfin, on aborde un peu tous les thèmes, on va dire, ça se rejoint plus ou moins. Il y a toujours des poltergeists aussi. Enfin, là, c'est le high level de l'ufologie. Ah oui, oui. Il faut vraiment être très ouvert pour écouter ce genre de témoignage. Voilà. On n'est pas tous capables on a tous nos limites et on n'est pas tous capables d'écouter. Et ensuite, quand on trouve, ça c'est les bons côtés, et on peut trouver aussi des gens qui sont complètement barrés, quoi, entre guillemets, et ils sont complètement reclus chez eux depuis un certain temps, peut-être plusieurs mois, voire des années. Ils sont coupés de leur famille, de leur milieu professionnel. La plupart du temps, ils sont en marge de la société, et c'est quand ils n'en peuvent plus. On a eu 2 cas l'an dernier. N'en pouvant plus, la plupart du temps, ils avaient fait des observations aussi UFO. Ils avaient pris des photos, donc cherchant du réconfort, cherchant un soutien, cherchant quelqu'un qui pouvait les aider. Ils ont, un peu comme la bouteille à la mer, ils ont envoyé leur observation au MUFON, France. Et quand l'enquêteur a été dessus, il s'est très vite aperçu qu'il y avait quelque chose derrière, sous-jacent, qui était beaucoup plus profond. Et ça nous permet à nous, IRT, de seconder l'enquêteur de terrain. Et ensuite, on continue avec la personne. Et bien souvent, on essaie de les réancrer dans leur vie familiale. Moi, ça m'est arrivé aussi de parler avec l'épouse d'un abducté qui, lui, avait perdu complètement pédale, quoi, on va dire en gros. Hein, il ne sortait plus, il restait cloîtré devant son ordinateur. Voilà, ça créait des problèmes dans le couple. Et elle était rassurée d'avoir une structure qui pouvait l'écouter, l'entendre. Et justement, elle a vu qu'à nouveau, ils reprenaient goût parce qu'on essaie à tout prix de les réancrer dans leur vie sociale et familiale, en leur disant, oui, c'est très bien, on est là pour vous accompagner, mais il faut absolument vous réancrer à votre vie, entre guillemets, humaine, quoi. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup de discours étonnants, on va dire, pour résumer. Puis ouais, pour compléter, on a aussi des témoins, par exemple, qui viennent au début vers nous en nous disant simplement « Ah bah j'ai vu une lumière dans le ciel ». Et puis après, quand ils voient que tu les écoutes, tu ne te moques pas d'eux. Parce que voilà, nous, on est vraiment dans l'écoute. Hein,
On ne croit pas forcément tout ce qu'on nous dit, mais on écoute tout le monde, on ne les prend pas de haut, on ne les prend pas pour des cons non plus. Donc, on écoute vraiment tout le monde et ça nous intéresse, même la chose la plus farfelue pour le commun des mortels, on va dire, nous, on va quand même l'écouter et l'étudier. Et du coup, on peut commencer sur une lumière dans le ciel. Et puis, en fait, le gars, comme il voit que tu n'es pas en train de te moquer de lui, il va te raconter, en fait, le truc le plus important qu'il y a eu derrière. C'est-à-dire que peut-être qu'il a fait une rencontre du troisième type ou peut-être qu'il a vu carrément quelque chose devant lui. Enfin, voilà, on arrive après sur quelque chose de plus important, quoi. J'avais accompagné aussi une personne, une Espagnole de 44 ans. Et au début, elle n'osait pas trop me dire ce qui lui arrivait. Elle m'avait juste raconté qu'elle était poursuivie par un triangle noir. Ça lui était arrivé plusieurs fois en voiture qu'elle était suivie par ce fameux triangle noir. Et en creusant un peu, je me suis aperçu qu'elle avait des facultés médiumniques. Et chez elle, c'était vraiment poltergeist complet, quoi. Des coups frappés, déplacements d'objets. Voilà, jusqu'à des guidances même la nuit, où elle se levait la nuit, elle réveillait sa fille de 11 ans, elle l'habillait à 2 heures du matin, elle prenait la voiture, elle allait dans un endroit bien particulier, car elle avait des messages télépathiques, on lui demandait d'aller à cet endroit, et elle attendait, elle mettait en marche sa caméra, on lui demandait de filmer, et effectivement, quand elle m'envoyait des vidéos, on voyait bien des lumières, on va dire, entre guillemets, dans le ciel bleu. Et puis, à un moment donné, il m'a dit, vous verrez, il y a 2 entités qui passent proche de la voiture, qui se déplacent très vite. Oula, je me suis dit, d'accord, bon, pourquoi pas, je vais regarder. J'ai passé de longues heures à bien regarder, à séquencer en fait, les images. Et à un moment donné, quel ne fut mon étonnement, véritablement, ce que je vois, ça aurait pu être, c'était pas des gens qui couraient, ça aurait pu être 2 gamins de la cité à côté qui couraient voilà, en file indienne, qui sont passés très rapidement à côté de son véhicule. Mais non, on ne voyait pas que ça montait, ça descendait, le corps, voilà. C'était des corps rigides qui sont passés très très vite l'un derrière l'autre, au ras des fenêtres du véhicule. Et là, ouais, là, qu'est-ce que c'est? C'était dans un terrain désaffecté, en dehors de la ville. Voilà, c'est quelque chose de particulier. Et elle, ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on l'écoute. Tout simplement, ne cherchait pas d'autre chose, pas d'explication plausible ou autre. C'était surtout avoir une écoute, quelqu'un qui, au moins, voulait bien ne pas la prendre pour une folle, quoi. Voilà, mais cette guidance, c'est un peu comme le film Rencontre du troisième type. Hein, elle me dit, c'est plus fort que vous. Hein, ça vous réveille, ça vous oblige à faire ça. C'est bon, particulier. Des fois, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de jugement de ma part. Je prends ça sans problème. Voilà. Ce que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas dans la croyance, en fait, moi particulièrement. Je pense tout simplement, mon avis personnel, hein, je pense que notre réalité, le spectre de ce qu'on appelle notre réalité est limité, je pense très limité même, et que certainement, on ne voit pas le tableau dans son entièreté. Moi, c'est mon avis personnel. Certaines personnes sont capables, pour une raison ou une autre, ont ces facultés, ou sur aussi un impact émotif particulier dans leur vie. Ça génère ça, quoi. Ça génère ça, et ils ont des perceptions peut-être un peu plus poussées que nos sens habituels, tout simplement. Moi, j'explique ça comme ça. Mais ça ne reste que mon avis personnel. Et je pense que l'ufologie, les observations, c'est un peu ça aussi. C'est mi-tôle et boulot, mi-phénomène. C'est un rapport avec la conscience humaine, ça c'est évident. Ça, c'est même plus, pour moi, c'est même plus à démontrer. Pour moi, c'est une évidence absolue. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, on a aussi notre essence qui fait partie de ce milieu-là? C'est possible aussi, pourquoi pas, ça peut être plausible. Mais c'est très, très difficile dans nos sociétés occidentales à essayer de pousser le bouchon un peu plus loin, quoi. C'est pas évident. Pas évident. Ok. Donc voilà, Excellent. que fait-on de tout ça?
pour notre association, donc on propose des adhésions à 30 € par an. Et en contrepartie de ces adhésions, ben, on publie un magazine numérique, alors uniquement numérique, hein, parce que ça coûte hyper cher de les imprimer, qui s'appelle donc Contact, donc il y a 4 numéros par an, un par saison, quoi, en gros. Là, le prochain va sortir début juillet. Et donc, dedans, on y met on va dire, nos meilleures enquêtes ou les enquêtes les plus intrigantes. Ou, voilà. Il y a aussi des grands noms de l'ufologie, hein, qui viennent écrire. Là, par exemple, on a une série de 2 articles de Kathleen Marden, on a eu Dan Farkas, enfin, on a des gens, on a Eduardo Rousseau, on a des ufologues un peu renommés qui nous écrivent des articles. Au début, on était sur une 30aine de pages et maintenant, on est plus dans la 60aine de pages par magazine. C'est quelle périodicité? C'est trimestriel, donc c'est 4 numéros par an qui sortent à chaque nouvelle saison, on va dire. Et c'est vraiment franco-belge, c'est pas américain, c'est vous. Ah non, c'est vraiment nous, hein, c'est nous localement, MUFON France et Belgique. on le fait de A à Z. Le MUFON a le MUFON Journal qui est publié tous les mois, le MUFON américain. Et nous, on publie notre revue France-Belgique, c'est la revue de notre asso, quoi. Donc avec nos enquêtes, avec des témoignages qu'on a pu avoir, et puis des noms de l'ufologie qui viennent aussi écrire dedans. Pour anticiper un petit peu le débat, si vous avez fait ça, si vous ressentiez un manque, parce que par exemple, Lumière dans la nuit, vous êtes... Non, c'est pas qu'on sentait un manque, c'est vraiment les gens, ils vont pas nous donner 30 € gratuitement comme ça. Voilà, pour les C'est vraiment pour se financer, si tu veux. On propose une adhésion, on est une association loi 1901, et en contrepartie de cette adhésion, on a dit il faut qu'on donne quelque chose aux gens. On ne peut pas demander aux gens de nous donner 30 €, mais comme ça, pour nous faire plaisir. Voilà. Donc, en échange, on fait plaisir à nos adhérents en publiant ce magazine. Entendu. Les actualités un peu j'en parlais tout à l'heure, on a fait une exposition sur le sujet. On a fait une dizaine de panneaux pour pouvoir les exposer dans des salles polyvalentes, dans des médiathèques, là où on nous laissera la possibilité de le faire. Donc sur des grands thèmes de l'ufologie ou sur des cas bien connus. Par exemple, là, il y en a un sur Valençol, un autre sur OVNI nucléaire, un autre de Sylvain sur les OANI, de Sylvain Matisse, un autre sur l'affaire d'Aravilliers, un autre sur les méprises courantes, un autre sur l'IRT, sur le MUFON, sur Betty Barney-Hill, sur plein de, soit des cas connus, soit des thèmes ufologiques. Cette expo, on l'a exposée à la foire de Bordeaux. On était partenaire donc il y a un mois, hein, au mi-mai, on était partenaire de la foire de Bordeaux. Donc on avait un stand, comme c'était la 100e foire de Bordeaux, on avait le thème qui était le ciel et l'espace. Donc on était la seule asso ufologique d'inviter sur la foire de Bordeaux. Après il y avait le CNES, mais pas le GEPAN, mais le CNES pour tout ce qui est planète, astronomie, et puis des associations locales d'astronomie girondine. Et voilà, nous on avait un beau stand, c'était bien sympathique. Comment dire, une foire qui fait quand même 190 000 visiteurs, donc on a vraiment vu beaucoup de monde. C'était super intéressant, beaucoup de témoignages spontanés ou de gens qui nous ont dit avoir vu beaucoup de choses. Donc voilà un peu l'actualité. Puis notre grosse actualité, c'est qu'on sort aussi notre premier bouquin. Donc vraiment, coécrit à 9 enquêteurs. Donc un Belge, Salva, qui est là ce soir, et puis 8 Français. Donc vraiment nos enquêtes françaises et belges. Là, le livre, je pensais recevoir les exemplaires. Parce que ça, c'était la première version, parce qu'on s'auto-édite. Et je pensais avoir les exemplaires pour ce soir, mais je les ai toujours pas reçus. Donc, on a eu des précommandes déjà, ça devrait partir dans les prochains jours. J'espère recevoir les livres là, dans les 2-3 jours qui arrivent.
Et donc, un livre de 240 pages hein, sur vraiment les enquêtes françaises et belges. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a aussi des enquêteurs qui se livrent un peu sur comment ils en sont venus à l'ufologie, leur parcours, voilà, etc. D'accord. Pour la journée mondiale des ovnis, on organise une soirée de surveillance du ciel. Donc, c'est notre deuxième soirée de surveillance du ciel. On avait fait la première l'année dernière au mois d'août. Donc, voilà, les gens peuvent s'inscrire. Hein, c'est totalement gratuit. Chacun peut observer de chez lui ou d'un endroit. L'idéal, c'est quand même un endroit sans pollution lumineuse. Mais bon, on peut très bien faire ça de chez soi, bien installé. Enfin, voilà. Chacun se met où il veut. Et puis, on a donc via notre site, on peut intégrer un groupe Facebook que l'on a créé vraiment pour la surveillance du ciel, ou qui met en relation les personnes. Il y a des personnes qui peuvent se rencontrer s'ils sont dans la même région pour observer ensemble. Et puis voilà, donc ça sera le 1er juillet, le samedi 1er juillet au soir, de 22h à 1h. Donc voilà les actualités. Et puis à la fin de l'année, au mois de novembre, on est partenaire du congrès qui va se tenir à la Sorbonne, donc Eco-Event, avec plusieurs grands noms de l'ufologie, hein, dont Avi Loeb, Christopher Mellon, Jacques Vallée. Voilà, vous reconnaissez. Il y a beaucoup de Dominique Filol, enfin voilà, Jacques Green, enfin il y a beaucoup de personnes. Congrès sur 2 jours. J'entends beaucoup de gens qui crient que c'est cher, mais bon, oui, c'est cher, mais comparé à d'autres événements du même type, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est même beaucoup moins cher que d'autres événements. Je ne suis pas encore inscrit. Alors, je crois que c'est 120 € pour le week-end, parce que c'est 2 jours de conférence. Et 120 € sur 2 jours, quand on voit les frais qu'ils ont dû engager pour faire venir ces gens, parce qu'il faut leur payer rien que faire venir les gens, voilà, ça coûte hyper cher. Ça sera à la Sorbonne, oui. Qui c'est au milieu entre Loeb et Vallée? C'est Christopher Mellon. D'accord. Ouais, après, il y a Jacques Vaillant, je crois qu'il y a Luc Guigny, il y a un pilote hollandais qui a fait l'observation. Oui, on voit Guigny, effectivement. On voit Fabrice Bonvin. On voit Krine. Philippe Guillemont. On voit les repas ufologiques. C'est les repas ufologiques nationaux? Je n'arrive pas à lire en dessous RU. Alors, en dessous, il y a en partenaire, je vois le repas UFO, LDLN, Icaris, nous, le CIPO, Orbs, Vertical Project. Et puis après, il y a je crois qu'il y a UAP, je crois que ça doit être anglais. Il y a une Explain aussi. Najib Kari, non? Donc nous, on sera présents. Vertical Project, oui. On aura un stand, on sera présent sur le congrès avec un stand. Donc, on pourra venir à notre rencontre. Voilà. Okay. Bon, merci pour votre écoute. Merci. Et puis, on est disponible maintenant pour vos questions. Eh ben, merci déjà pour cet excellent exposé, ce très bon PowerPoint. Je ne sais pas qui l'a fait, mais bravo. C'est moi, merci. Jean-François. Vous avez du bon boulot.